Il est 13 h, heure de l'actualité sur la télévision togolaise. Comme vous le savez, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a participé au sommet de l'avenir à New York. Dans son discours au siège des Nations Unies, le chef de l'État a mis en exergue la problématique des différentes crises, leurs causes et les pistes de solutions. Au tout début de cette édition, nous allons revenir sur les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État au sommet de l'avenir à New York avec Ulrich Amega. Toujours dans cette édition, nous allons parler du projet Avance Togo. Ce projet de la FETAF et ses partenaires qui vise l'épanouissement socio-économique des personnes en situation de handicap, plus précisément les femmes et les jeunes. Et puis nous allons découvrir également en fin d'édition un ouvrage dénommé La genèse de toutes choses. Ce recueil de contes Concomba, dédicacé jeudi dernier par son auteur Simon Kata, vient réinventer la façon dont les contes sont dits. C'était là les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Un avenir plus juste, plus prospère et plus durable. C'est ce à quoi aspire chaque dirigeant du monde. Raison de la tenue du sommet de l'avenir il y a quelques jours à New York. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part aux travaux au siège des Nations Unies. Occasion pour lui de mettre en exergue la problématique des différentes crises, leurs causes et les pistes de solutions dans son discours prononcé. Ulrich Amega revient là-dessus. Il n'y a d'avenir meilleur pour les générations actuelles et futures que dans les actions collectives et coordonnées de nos États. Message fort du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, envoyé aux dirigeants d'Afrique et du monde entier depuis les travaux du sommet de l'avenir tenu au siège des Nations Unies à New York. Allusion faite aux crises socio-économiques, environnementales et alimentaires, aux défis sécuritaires et éducatifs, ainsi qu'à la problématique de santé des populations. Des crises qui ne peuvent trouver une résolution durable que par la synergie des actions et la volonté de mettre l'humain au centre de tous les intérêts. Sur la question, l'engagement du chef de l'État n'est plus à démontrer. Cette action collective doit se mener à l'intérieur de cadres politiques mondiaux rénovés, car le multilatéralisme lui-même doit être repensé. La gouvernance de nos institutions mondiales est à de nombreux égards obsolète. Et nos discussions, comme nos engagements multilatéraux, ont montré leurs limites. Pour trouver des solutions réellement efficaces, un nouveau modèle de coopération internationale s'impose. Les crises complexes que connaît notre planète nous obligent à repenser notre modèle de développement et de coopération internationale. Si nous restons passifs, ces crises et ces modèles pourraient entraîner notre planète vers un futur sombre. Saisissons donc l'opportunité qui nous est donnée ici de changer de cap. Ma première affirmation est qu'à des crises systémiques, il faut des réponses globales. D'une part, les défis alimentaires, sécuritaires ou écologiques actuels dépassent ce que chaque pays est capable de gérer efficacement à lui seul. Et d'autre part, le caractère enchevêtré de ces crises complexes en fait des crises asymétriques. En effet, elles impactent parfois rapidement et durement des régions du monde parfois peu concernées par leur cause. Pour le président de la République, un nouveau modèle de coopération s'impose pour les pays africains. Il est clair que le continent dispose bien de ressources pour jouer sa partition dans le concert des nations. Une jeunesse dynamique, un potentiel de développement de marché le plus fort, un environnement propice pour les investissements. Les États doivent donc prendre leurs responsabilités. Pour regarder l'avenir, il faut regarder vers l'Afrique. C'est aussi là que nous devons expérimenter de nouveaux modèles de partenariat multipartite pour le développement, et notamment avec le secteur privé. Ils sont décisifs pour que nos actions aujourd'hui aient un impact positif et durable. En Afrique comme ailleurs, je pense que l'État doit jouer un rôle central de coordination. Pourquoi? D'abord parce que l'État est le seul garant de l'intérêt de la population tout entière, et aussi parce qu'il est le seul à jouer un rôle visionnaire et protecteur pour les générations actuelles et futures. Au Togo, nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous voyons cet État au centre de toute solution d'aide au développement et humanitaire, en collaboration avec le secteur privé et la société civile.
Je constate que malgré les efforts de ces dernières années, l'aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. C'est pourquoi il faut renforcer le rôle des États africains dans l'aide au développement comme partenaire réellement stratégique et équitable. La relocalisation des efforts de développement est essentielle et doit être plus profonde. Elle doit être financière mais aussi politique. Enfin, il faut davantage de respect et de représentation pour les États africains sur la scène internationale. Pour que les solutions multilatérales soient véritablement inclusives, elles doivent respecter la dignité et l'égalité de représentation de nos peuples. Nous ne pouvons construire un avenir meilleur que si toutes les voix sont entendues et respectées. Mon pays est prêt à jouer pleinement son rôle dans ce vaste effort collectif pour façonner un avenir meilleur. Nous croyons que c'est en travaillant ensemble, dans un esprit de solidarité et de respect mutuel, que nous parviendrons à relever les défis de notre époque. Ne laissez personne de côté afin de construire un avenir meilleur pour chaque citoyen, où qu'il soit. Exhortation du chef de l'État dont l'ambition est de voir se concrétiser la vision d'un monde plus juste, plus prospère et plus durable. Avance Togo, un projet inclusif pour l'épanouissement socio-économique des personnes en situation de handicap, notamment les femmes et les jeunes. Lancé vendredi dernier par la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées et ses partenaires, le projet va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national sur 3 ans. Le compte rendu avec Mauko Ayano et Jovan Afangbedi. Les personnes en situation de handicap sont souvent victimes de toute forme de discrimination au sein de la société. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF a initié le projet Avance Togo, l'amélioration de la vulnérabilité et autonomisation par la nouvelle capacité et l'engagement au Togo. C'est un projet qui vise l'inclusion et la résilience des personnes handicapées, en particulier les femmes et les jeunes. Ce projet vise à améliorer sensiblement la condition de vie des personnes handicapées au Togo. D'abord, faire en sorte que ces personnes handicapées-là puissent sortir de leur état de dépendance, de renforcer la capacité des associations de personnes handicapées et des organisations qui œuvrent dans le domaine du handicap. Ce projet vient renforcer la panoplie des mesures déjà entreprises par le gouvernement sur le plan juridique et institutionnel en vue d'un meilleur épanouissement des personnes handicapées. Pour nous, ce projet a une signification particulière puisqu'il incarne une vision de développement basée sur l'égalité des chances, la justice sociale, la solidarité, principe cher au chef de l'État, tel que d'ailleurs transcrit dans la feuille de route gouvernementale 2025. Qu'il soit effectivement bénéfique aux personnes handicapées des régions ciblées. Les résultats visibles pourront ainsi rassurer les partenaires et les convaincre de la nécessité de passer à une extension à l'échelle nationale de cette belle initiative. La FETAF est soutenue dans ce programme par son partenaire technique et financier, l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Au total, 2000 jeunes et femmes vont bénéficier de ce projet sur toute l'étendue du territoire national sur une durée de 3 ans. Le système des Nations Unies et les universités publiques du Togo s'engagent à promouvoir le savoir à travers la digitalisation. Les 3 institutions ont signé à cet effet une convention de partenariat à Lomé. Elles entendent développer des stratégies de formation et recherche et assurer aux étudiants des formations adaptées au marché du travail. Eli Agba Yandao. Près de 5 ans déjà que la réforme s'opère au sein des universités publiques du Togo. En outre, la mise en place d'un laboratoire de télédétection appliquée et de géoinformatique, le pôle universitaire d'innovation et de technologie à l'université de Lomé.
Derrière ces réalisations, l'accompagnement du système des Nations Unies. Pour réaffirmer cet engagement à soutenir le Togo, un nouvel accord est ici signé entre les deux entités. Il vise à améliorer les conditions d'apprentissage et de travail des étudiants et chercheurs des deux universités. Cette convention que nous venons de signer n'est que la continuité d'un partenariat qui existait déjà depuis 2019 sur un certain nombre d'années qui a fini en 2023. Ce partenariat a permis au système des Nations Unies de mettre à la disposition de nos deux universités plus de 3 milliards de francs CFA. Il s'agit là d'un renouvellement dans la perspective même des axes qui ont été déjà signés, notamment dans le pacte pour l'avenir. Il est question de renforcer dans nos deux universités publiques la science, l'éducation, la technologie. Le partenariat va donc en se renforçant. Face aux mutations technologiques, il est nécessaire de poursuivre l'adaptation des systèmes d'enseignement aux exigences actuelles du monde du travail. Les domaines dans lesquels on va vraiment soutenir les universités, c'est le domaine de la technologie et le domaine de l'intelligence artificielle. Parce qu'on s'est rendu compte que ce sont les moteurs qui vont booster le développement dans les pays. On va travailler avec les universités pour les appuyer. C'est aux Togolais de nous dire voilà les domaines dans lesquels nous voulons être appuyés et en fonction de nos mandats, parce qu'il y a toutes les agences, il y a le PNUD, il y a l'UNICEF, il y a l'HCR, il y a le PAM, il y a l'UNESCO, il y a l'OIT. Cet accord qu'on a signé permet maintenant à toutes les agences de rentrer directement en contact avec ces deux universités et nouer des accords de partenariat. Je suis content parce que quand vous voyez l'université de Lomé, c'est quand même une université de référence. Ce partenariat va s'étendre sur une période de 6 ans, coïncidant avec la fin des objectifs de développement durable ODD. Cet accompagnement a permis l'accréditation institutionnelle de l'Université de Lomé par le HCERES et son classement comme deuxième meilleure université francophone en Afrique de l'Ouest sur les 100 premières universités. La formation régionale en gestion portuaire organisée par l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pris fin vendredi dernier. Après des partages d'expériences entre les ports africains et le port de Klang en Malaisie, les participants se sont séparés avec de grandes leçons apprises pour rendre plus performants et plus compétitifs leurs différentes plateformes portuaires. Clarisse Atticlet. Ils ont passé 5 jours à Lomé pour mieux comprendre l'organisation et les stratégies dans le secteur maritime et portuaire international. Ces délégués, venus de 16 ports en Afrique de l'Ouest et du Centre, sont reconnaissants à l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPAOC, et l'autorité portuaire du port Klang en Malaisie, parce qu'ils sont suffisamment aguerris pour désormais relever les défis actuels du commerce international via les ports. Cette formation nous a permis non seulement de nous retrouver entre portuaires, mais aussi de savoir toutes les avancées technologiques et techniques qu'il y a en Malaisie, de faire des échanges d'expériences entre pays du Sud, entre pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Centre. C'est une très bonne initiative pour nous, pour tous les ports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Ça nous permet déjà de pouvoir nous propulser et envisager l'avenir de nos ports en tant que pays africains. Nous devons plus évoluer ensemble du côté, nous allons dire panafricain. Nous devons évoluer de manière régionale pour être plus forts ensemble. Avec l'ère de la digitalisation, avec les changements climatiques, donc il y a plusieurs choses sur lesquelles effectivement les ports doivent agir pour que nous puissions optimiser la gestion portuaire. Pour le Centre de formation professionnelle des ports et son concessionnaire Africa Consulting Leaders, de grandes leçons sont apprises à travers cette formation basée essentiellement sur des partages d'expériences d'un port à un autre, ce qui a permis de poser les bases d'une coopération durable pour le développement harmonieux des ports ainsi que leur compétitivité à l'échelle mondiale. Cette formation a permis de prendre conscience de cette nécessité d'abord de bien opérer. Quand vous êtes en chaîne avec quelqu'un, vous devez être certainement au même niveau que lui. Donc,
comment il fait. L'autre qui vient de Malaisie dit comment faites-vous ici? Et puis, quelles sont les normes de l'industrie? Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc prendre comme disposition pour travailler ensemble et mieux? C'est ça finalement. C'était donc une démarche entre partenaires. Les participants auront l'occasion de visiter la plateforme industrielle d'Adéti-Copé ainsi que le port autonome de Lomé pour toucher du doigt les technologies innovantes qui y sont utilisées pour maximiser l'efficacité des opérations. Les travaux du 6e congrès des experts comptables de l'espace UEMOA démarré le 26 septembre a pris fin le 28 septembre dernier. Au terme du congrès, plusieurs recommandations ont été faites. Elles feront l'objet d'une feuille de route débouchant sur des objectifs bien précis. Norbert Agbedanou. Des conférences et panels enrichissants sur la profession de l'expert comptable ont marqué le 6e congrès des experts comptables à Lomé. Ils se séparent sur une note de satisfaction. Ils ont une fois encore cerné tous les contours de la profession. Je peux affirmer que c'est un congrès réussi. Nous allons prendre toutes ces recommandations à bras le corps et les mettre en œuvre au sein de nos différents ordres. Le thème du Togo a touché au cœur de la problématique de nos pays. Le Niger sort très satisfait de ce congrès. D'abord, Lomé a mobilisé. Nous sommes satisfaits de tout. Au terme des travaux, des recommandations qui feront l'objet d'une feuille de route. La première recommandation portait sur la formalisation du secteur informel. La deuxième recommandation portait sur les financements innovants pour les PME. La troisième portait sur l'intégration des PME dans la sous-région. Au 4, l'intelligence artificielle. Au 5, on a parlé de la normalisation. Au 6, on a parlé des financements des PME. Et au 7, on a parlé de la fiscalité. Dès le départ, une fois que le flambeau a été transmis au Togo, nous avons eu l'honneur d'avoir été reçus par le Premier ministre qui nous a donné son accord pour que ce congrès puisse se tenir. On ne peut pas finir ce congrès sans remercier les plus hautes autorités de ce pays. Pour le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, ce congrès est d'une totale réussite. Il a exprimé sa gratitude à tous les participants. Les experts comptables sont des acteurs incontournables dans la production de l'information financière et dans l'accompagnement du gouvernement à maîtriser ces informations financières. Et ce 6e congrès est l'occasion de réfléchir sur l'ensemble de ces missions confiées aux experts comptables. Nous avons tenu à exprimer du côté du gouvernement l'appui que nous apportons à ces initiatives. Je voudrais saluer le leadership du chef de l'État qui a permis la tenue de ce congrès. Plus de 300 experts comptables venus de 8 pays de l'UEMOA ont pris part à ce congrès. Le 7e congrès des experts comptables se tiendra au Niger en 2025. Un reportage de Norbert Agbedanou présenté par Marie-Thérèse Nabédé. La Fédération nationale des coopératives des producteurs d'anacarde du Togo a tenu son assemblée générale. Assemblée au cours de laquelle une nouvelle équipe dirigeante a été mise sur pied. Il s'agit pour cette fédération de mieux s'organiser afin d'améliorer le secteur en matière de production. Le point avec Silver Aboudjou. C'est un grand pas qui est ici franchi. L'installation du nouveau bureau de la Fédération nationale des coopératives de producteurs d'anacarde. Ce bureau a été renouvelé pour davantage permettre aux producteurs de consolider leurs acquis, redynamiser la filière pour la rendre beaucoup plus professionnelle. Une dynamique pour également aider les producteurs à travailler dans une synergie d'action pour faire de l'anacarde le 3e produit d'exportation après le coton et le café cacao. Nous avons à renforcer nos coopératives à la base afin qu'elles deviennent très professionnelles. Nous procurer des outils de gestion tels que les manuels de procédure, le plan stratégique, faire des lobbying au niveau national afin que certaines situations ne soient encore plus favorables aux producteurs lambda. Voir au niveau de l'interprofession, voir comment le maillon production puisse être suffisamment ancré dans les instances décisionnelles. Aujourd'hui, le nombre de producteurs est estimé à plus de 31 000 avec une proportion de 24% de femmes. La mise en place de ce nouveau bureau est donc une manière d'assurer une meilleure gouvernance pour permettre à la filière de mieux relever les défis et envisager des perspectives.
nous avons décrété ce qu'on appelle une redynamisation de ce maillon avec l'appui des deux ministères, à savoir le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce. Nous sommes venus à bout des difficultés qui sont vraiment liées au fonctionnement, à l'organisation de la Fédération nationale des coopératives des producteurs d'anacarde du Togo. Et on a vraiment organisé la base avec l'union au niveau des préfectures, l'union régionale, et aujourd'hui nous sommes à la fédération. Ce qui est encore intéressant dans le processus, c'est l'immatriculation des coopératives. Toutes les coopératives sont immatriculées, reconnues. À la tête de cette fédération figure la CIFAT, Conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo. Ce conseil rassemble 5 groupes d'acteurs, notamment la coopérative des pépiniéristes, l'association des acheteurs, l'association des transformateurs, le conseil des exportateurs ainsi que la fédération des producteurs qui aujourd'hui a une nouvelle équipe dirigeante. Pour rendre plus propre et sain son environnement, la commune Golfe 2 dispose désormais des écoboss pour achat des déchets solides dans la commune. Ces écoboss sont mis en place par l'association Moi Je Trie à travers le projet validé. Entendez, valorisation et innovation des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le premier écoboss déjà installé au marché d'Atiégou a été ouvert mercredi dernier. Clarisse Aticlet. Engagée pour une gestion efficace des déchets, la commune Golfe 2 et l'association Moi Je Trie lancent le projet Valorisation et innovation des déchets d'équipements électriques et électroniques validés. Ce projet installe des écoboss où se fait le rachat des déchets solides en vue de leur recyclage. La commune Golfe 2, première sur la liste, bénéficie de 5 écoboss. Nous devenons une commune modèle, une commune verte. Et donc, je crois que nous n'allons pas regretter le choix que nous avons fait d'accepter ce projet et que notre commune puisse l'habiter. La transformation, le recyclage du déchet aujourd'hui devient une grande entreprise mondiale. Et donc déjà, il y a de l'emploi pour la jeunesse, il y a la propriété et je crois que nous sommes aux anges. L'association Moi Je Trie est engagée depuis plus d'une vingtaine d'années dans la valorisation des déchets dans 4 pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la France et le Togo. Il s'agit d'amener les populations à s'approprier la culture du recyclage des déchets. Il ne peut pas y avoir de meilleure motivation que de vouloir partager de l'expérience, mais de vouloir s'engager véritablement dans cette démarche de développement durable et d'apporter une solution à la gestion efficiente des déchets. Le projet inclut un volet d'insertion socio-professionnelle des jeunes. 15 volontaires déjà formés au métier du recyclage vont contribuer à sa mise en œuvre. Autour de cet écoboss qui a un kiosque de rachat de déchets, il s'agit aussi de structurer des jeunes à entreprendre ensemble, donc sous un modèle d'entrepreneuriat collectif, dans des coopératives, à développer des modèles économiques et à trouver des activités génératrices de revenus à partir du déchet. Au total, 40 écoboss seront implantés sur l'ensemble du territoire avec le soutien financier de plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement. Les élèves de la préfecture des Lacs et ses environs ont bénéficié pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 de bourses d'études et d'aides scolaires. Ils sont environ 180 apprenants sélectionnés à l'issue d'un test. Une initiative de la Fondation Nana Année 15, inscrit au programme Excellence Junior et promotion de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé. Objectif, promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Norbert Agwedami. Premier de sa promotion, Tiassou Komi-Jean, élève en classe de 6e, signe la convention de l'octroi de sa bourse d'études pour le compte du programme Excellence Junior 2024-2025. Agberible Yakin, élève en classe de première D, elle est retenue pour le programme de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural défavorisé. Environ 180 apprenants bénéficient de ces programmes chaque année. Je suis très content d'avoir pu recevoir cette bourse. Ce matin, je suis très ivre de joie d'être parmi celles qui ont bénéficié de cette bourse et j'encourage toutes les jeunes filles à être excellentes en toutes choses et
de maintenir leurs moyennes afin d'être une leader de demain. À l'occasion, les anciens bénéficiaires de la fondation ayant rempli les conditions requises ont renouvelé leur bourse. Après mon examen du PPC, j'ai été sélectionnée pour passer un concours et Dieu merci, j'ai réussi et on m'a appelé et c'est comme ça que j'ai intégré au programme. Et il s'agit de garder la moyenne de 16 de moyenne pour être toujours dans le programme. Et cette année, j'ai eu 16 de moyenne, donc je viens juste de renouveler ma bourse. Ces programmes d'aide instaurés par la Fondation Nana Année 15 visent à promouvoir l'excellence en milieu scolaire prônée par le chef de l'État, Faure Essozi Mnagna-Singbe. Les conditions et critères d'éligibilité à ce programme restent l'excellence dans le travail. Nous venons d'exécuter 2 programmes de la Fondation Nana Année 15 qui sont inscrits également dans l'axe, dans le volet éducation des différentes activités de la Fondation Nana Année 15. Aujourd'hui, se sont tenues respectivement la 6e édition du programme de la scolarisation de la jeune fille en milieu défavorisé. À partir de la 3e, suivant une double sélection, à savoir les examens nationaux, donc le BEPC, et un concours dédié depuis 2 ans qui se tient pour pouvoir faire ressortir les meilleurs. Ensuite, nous avons également exécuté la 13e édition du programme Excellence Junior, qui est le premier programme né de la Fondation Nana Année 15 et qui a pour but de recruter chaque année au moins 20 apprenants pour les accompagner de la 6e à la terminale dans un premier temps et ensuite à la fin des études supérieures dans un deuxième temps. Et cette année, nous avons eu le premier au BEPC, d'ailleurs de la Fondation Nana Année 15, qui a été un premier national. C'est assez satisfaisant, je veux dire, ça nous fait très plaisir de voir que nos élèves déjà sont nantis de diplôme, mais également ont des résultats plus que convenables qui s'inscrivent donc dans le processus d'excellence en milieu scolaire. Notre grand merci ira au promoteur de la fondation qui est Sa Majesté Nana Ané-Oriniko Kwamdessou 15. Nous remercions également le chef de l'État qui, de par sa vision, nous permet de poursuivre notre mission. Créée depuis 2012, la Fondation Nana Année 15 est une organisation à but non lucratif qui accompagne le gouvernement togolais dans ses actions dans les domaines de l'éducation, la santé, la culture et le social. Direction la préfecture de la Bina. Un nouveau bâtiment scolaire a été érigé au lycée de Sirka. Les sœurs religieuses en Italie et au Togo, à travers ce geste de bienfaisance, apportent une solution au problème de manque de salles de classe. Suivons la cérémonie de remise du bâtiment aux bénéficiaires avec notre correspondance Nestor Mouzo. L'édifice compte 4 classes équipées de mobilier. En plus du bâtiment et des tables-bancs, le lycée de Sirka s'est vu offrir du matériel didactique et pédagogique. Ce don est l'œuvre de la communauté Missionari di Villaregia d'Italie, contactée par une native de Sirka appartenant à la congrégation des Sœurs de la Providence Saint-Paul de Cara pour permettre au lycée de Sirka de surmonter certaines difficultés auxquelles il fait face. La communauté Missionaria di Villaregia en Italie a bien voulu nous aider à relever notre système éducatif, surtout en termes de salles de classe, en termes de bancs, en termes de documentation. Notre motivation a été de continuer ce que la population de Sirka a commencé dans le sens du développement. À Sirka, nous avons trouvé une réalité très belle, c'est-à-dire la solidarité entre frères et sœurs. Ceci nous motive à aller de l'avant. Le lycée de Sirka a 2 cycles, le premier cycle et le deuxième cycle du secondaire. Le nouveau bâtiment de l'établissement va abriter les élèves des classes de seconde, première et terminale. Il n'y a que les bâtiments du collège. Les élèves du lycée se retrouvaient sous la patame construite par le bureau des associations des parents d'élèves. Et l'imam de la mosquée de Sirka nous a alloué 3 salles de l'école coranique. Vraiment, ce bâtiment vient soulager nos peines. Les donateurs, merci d'avoir entendu notre cri de cœur et d'être venus à notre secours. Le secrétaire général de la préfecture de la Bina a témoigné sa gratitude et celle du gouvernement aux donateurs. Pinidi Pelou
a relevé que leur œuvre vient soutenir la politique éducative du gouvernement contenue dans les projets P9 et P10 de sa feuille de route 2020-2025, à savoir l'augmentation des capacités d'accueil scolaire et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les valeurs se transmettent par l'échange, peu importe qu'elles soient écrites ou orales. Réinventer la façon dont les contes sont dits, c'est l'objectif de Simon Kata, auteur du recueil de contes « La genèse de toutes choses ». L'ouvrage, qui compte une trentaine de contes, Concomba, a été dédicacé jeudi dernier à Lomé. Les précisions avec Eli Agba Nyandao. Transmettre les valeurs ancestrales pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, tout en dénonçant les mauvais comportements, sont les ambitions de Simon Kata, auteur de ce recueil de contes « La genèse de toutes choses ». Dans l'ouvrage, il valorise les anecdotes du peuple Concomba au profit de la jeune génération. Le recueil est une reprise des histoires du peuple Concomba qui auparavant était l'occasion pour les plus âgés de transmettre aux jeunes quelques leçons de vie. Je me suis vu mandaté d'une mission qui est de transcrire purement ce qui avait été fait et ce qui m'était raconté. Le message qui est véhiculé, c'est les valeurs d'honnêteté, les valeurs comme le courage, la persévérance, les valeurs d'humilité aussi. Et donc, c'est des choses qui rappellent notre vécu. Un beau jour que ce livre passe dans le visuel, un dessin animé qui permettra un accès plus large à notre jeune génération. Ce sont des conseils et leçons de morale qui sont transmis à travers ce recueil de contes de Simon Kata. Ce recueil est en train de transmettre des valeurs de vie. Moi, je remarque personnellement que la génération actuelle n'a plus. Quand nous étions jeunes, on avait des séances de contes. Donc, je pense que c'est pour ne pas perdre ces valeurs que M. Kata a essayé de transcrire. Ce recueil de contes, La genèse de toutes choses, est disponible. Les apprenants peuvent s'en servir comme outil pédagogique qui renseigne sur les difficultés de la vie et les moyens pour renforcer leur résilience. Parmi la trentaine de contes, on retrouve l'hyène et le lièvre, les 4 frères et le poisson à 2 têtes, la belle insatisfaite, le mari injuste et le triomphe de la tortue. Toutes inspirent du vécu quotidien. Voici le résultat des numéros gagnants de Loto Diamant, tirage 1232 du 30 septembre 2024. 49, 86, 52, 23, 36. 49, 86, 52, 23, 36. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.